Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro de votre rubrique L'Hebdo des éditorialistes, une composante de votre émission Dimanche, c'est politique. Et en cette journée dominicale, nous sommes très heureux de bénéficier une fois encore de votre fidélité. En studio aujourd'hui, des confrères pour pouvoir aborder trois sujets. Le premier sujet a trait donc à ce projet de mise en place du cadre de concertation des anciens présidents d'institutions de la République. Qu'en pensent les confrères? Vous les écouterez dans quelques instants. Et puis le deuxième sujet, nous parlerons de cette décision issue du Conseil des ministres de cette semaine. Il s'agit donc du projet de construction d'écoles des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Quels sont les objectifs et les enjeux de ce projet d'intérêt? Et puis nous allons finir nos discussions par la loi sur la chefferie traditionnelle. Vous le savez, les élus de la 9e législature donc ont mis en place, ont élaboré cette loi portant cadre juridique sur la chefferie traditionnelle. Et puis déjà, il y a des revendications, sinon il y a quelques justement voix qui s'élèvent. Nos confrères également porteront leur regard sur cette actualité. Merci de vous installer confortablement. Je vous présente maintenant mes invités qui sont bien évidemment des confrères. Le premier a nom Baguiri Salou. Il est donc le rédacteur en chef du quotidien Info Matin. Baguiri Salou, bonjour. Bonjour Romuald, bonjour à vos téléspectateurs également. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Voilà. Il est le directeur de publication du quotidien L'Emblème du jour. Il nous vient tout droit de la ville capitale du Bénin. Émeric Joël Alagoué, qu'on ne présente plus bien évidemment, mesdames et messieurs. Émeric Joël Alagoué, bonjour. Bonjour Romuald, bonjour chers téléspectateurs et merci d'être là pour pouvoir nous suivre. Très bien, merci pour la disponibilité aussi. Sylvanus Aimavor, il est journaliste indépendant. Sylvanus Aimavor, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de E-Télé. Voilà, le premier sujet. Il s'agit de ce projet de mise en place du cadre de concertation des anciens présidents d'institutions de la République. Vous avez certainement suivi sur nos antennes. Justement, on en a débattu à travers les différents plateaux. Il s'agit de cette rencontre ou de ces rencontres incessantes entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngouedji, et Boni Yayi, l'ancien président de la République. Boni Yayi était chez Adrien Ngouedji le 2 février, vous vous en souvenez. Et puis le 16 mars, Adrien Ngouedji rend visite également à Boni Yayi. Ils se sont prononcés sur des questions de sécurité, de paix, de cohésion nationale. Et puis dans la foulée, on apprend qu'il y a un projet de mise en place du cadre de concertation des anciens présidents d'institutions de la République. Émeric Joël Alagoué, vous avez suivi justement cette actualité. Déjà, quel est votre regard sommaire? Bon, d'abord, aujourd'hui au Bénin, il est permis aux citoyens de se regrouper en association ou de se regrouper en mouvement, ça dépend des objectifs fixés. Et si les anciens présidents se rendent visite, les anciens présidents veulent créer un cadre pour pouvoir échanger, bon, c'est de leur droit. Il leur revient de fixer les objectifs et de nous dire réellement sur quoi ce cadre veut être créé. Sinon, si c'est pour créer un cadre encore de plus et en pensant qu'il faut mettre encore nos petits jetons qu'on cotise pour pouvoir faire les routes, pour pouvoir construire les écoles, pour pouvoir faire de la cantine scolaire une réalité dans les 77 communes du Bénin, pour donner de l'argent aux femmes, pour construire les marchés qu'il faut prendre encore pour pouvoir animer ceux-là qui, vous m'excusez beaucoup, qui sont déjà pratiquement au soir de leur vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que quand on regarde dedans, la plupart d'entre eux, c'est à partir de, ils sont souvent entre 75 et plus. Ils peuvent apporter énormément. Non, c'est la sagesse, c'est les sages et autres. Moi, je les considère comme les sages de la République. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, le président de la République et les autres, telles que institutions, telles que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la HAC, ils peuvent se remettre réellement ensemble pour pouvoir nous faire chaque fois des propositions sur des sujets. Et ce n'est pas pour pouvoir animer la vie politique, non. Quand on veut se mettre ensemble, ce n'est pas pour animer la vie politique, mais pour faire des propositions au gouvernement actuel. Très bien. Parce qu'ils peuvent
penser autrement la gestion de certains dossiers, mais tout en faisant des propositions concrètes à aller verser dans une discrétion totale au gouvernement actuel. Mais si c'est un truc pour pouvoir se faire voir chaque fois, dire, faire des conférences de presse, on opine par rapport à des sujets donnés, moi je vois que bon, ça peut encore amener des tensions dans le pays, alors que nous n'en avons pas. Très bien, merci déjà pour votre regard. Et vous, Saliou, Bagri Saliou, par rapport à cette actualité que d'anciens présidents d'institutions décident de se mettre ensemble, certainement, c'est une vision noble. C'est de bonne guerre déjà que le Bénin puisse bénéficier de la présence active de ces personnalités qui, pour la plupart, ont été des décennies durant aux affaires, qui connaissent le pouvoir et son revers, qui permettent quand même au pays de capitaliser tout ce qu'ils ont engrangé comme expérience. C'est de bonne guerre et tous les pays n'ont pas cette chance. C'est vrai, dans d'autres civilisations, quand vous atteignez un certain âge et que vous allez à la retraite, on a tout fait de vous mettre dans des maisons de retraite. Et bon, c'est comme si vous êtes au garage. Ici, ce n'est pas le cas. C'est de bonne guerre, comme je le dis. Peut-être que je me répète. C'est une bonne chose que ces présidents d'institutions qui ont été aux affaires puissent quand même eux-mêmes choisir de ne pas se mettre à l'écart. Parce que vous savez, à certains moments, la vie politique, la vie publique en général se cristallise autour de positions figées et les acteurs eux-mêmes ont besoin d'un référent qui soit un peu décalé, qui puisse servir d'interface entre eux-mêmes. On n'a pas ce cas. À l'époque, la société civile était animée par des personnalités assez neutres comme le feu de Souza, Monseigneur de Souza, Bernardin Gantin. C'est des gens qui, à certains moments, quand ils parlaient, ça avait de l'effet. Maintenant, comme Joël le disait tantôt, il ne faudrait pas que ce soit un creuset qui vienne encore peut-être mettre de l'eau sur le feu, parce que ces personnalités, c'est vrai, ne sont plus aux affaires pour la plupart théoriquement, mais sont des citoyens qui ont quand même leur posture politique. Soit certains sont proches de la mouvance présidentielle actuelle, d'autres sont de l'autre côté de la barrière. C'est humain que à certains moments se creuser. J'envisage déjà que la vie de ce cadre de concertation ne sera pas un fleuve tranquille. Si ils peuvent s'entendre pour en apporter au pays, tant mieux, mais il y a ce virus-là qui guette en amont. Très bien. Et déjà, quels sont les fondamentaux? Parce que, vous savez, certains observateurs estiment que c'est un projet qui ne sera pas viable, qui ne va pas prospérer, quand on sait qu'il y a l'activisme politique de certains qui constitue déjà un obstacle, Sylvanus Saïmavo. Oui, projet Monnaie, déjà il faut remonter à 2022 où le chef de l'État lui-même avait déjà émis l'idée de mettre en place un cadre de concertation des anciens présidents de la République après avoir reçu au palais de la Marina et son prédécesseur et l'ancien président Nicéphore Soglo et les anciens présidents aussi de l'Assemblée nationale. Donc cette idée ne date pas d'aujourd'hui. Et par la suite, on a constaté que le chef de l'État n'est plus allé loin. Et on s'est demandé pourquoi il a freiné son élan. Et à l'analyse, on remarque que juste après, l'ancien chef de l'État, Bouni Yahi, lui, il est devenu président d'un parti de l'opposition, notamment les démocrates, pour ne pas le nommer. Et on a vu aussi l'ancien président Nicéphore Soglo être aussi un peu actif politiquement. Or, lui, l'idée qu'il avait émise en voulant créer ce cadre-là, c'est qu'il va abreuver à leur source, c'est-à-dire il va profiter des expériences qu'ils ont pu capitaliser durant la gestion de l'État. Ben, voilà que ceux-là sont actifs sur le plan politique, ce qui fait que ce ne serait plus vraiment profitable pour lui, parce que il serait mieux que, c'est-à-dire qu'ils soient des personnalités neutres.
Là, en cas de crise, ils peuvent intervenir, ils peuvent prodiguer des conseils au chef de l'État qui pourraient avoir leur écoute parce qu'ils savent que ce sont des personnalités neutres qui me produisent des conseils, ce n'est pas des gens de tel bord politique ou de tel autre. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée revient sur le tapis. Et cette fois, ce n'est plus le chef de l'État qui est derrière, c'est plutôt les anciens présidents d'institutions de la République, notamment le CFOS groupe Boni Yahi, Maître Adrien Humbedji. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi revenir sur une telle initiative quand on sait que les élections générales de 2026 approchent. Donc le timing pose problème. Est-ce à dire qu'aujourd'hui on veut aller vers la mise en place d'un cadre de concertation des anciens présidents des institutions de la République afin de peser dans la balance lors des prochaines élections électorales? C'est là toute la question. Et l'autre chose, je me demande, est-ce qu'ils pourront réellement s'entendre? C'est vrai que, bon, en politique, on dit les adversaires d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui. Donc, tant qu'il y a des compromis à faire, on peut aller ensemble regarder dans la même direction avec la même acuité. Mais est-ce que cela va réellement se matérialiser? Si cela doit se faire, qui va financer les actions de ce nouveau cadre qui sera mis en place? Est-ce que ce nouveau cadre sera viable pour la vitalité de notre démocratie ou pour l'élan de développement que le pays a pris depuis quelques années? Parlons des fondamentaux. Oui. Pour une opérationnalisation d'un tel cadre de concertation, quels sont les critères ou les fondements justement avec lesquels il ne faut pas négocier pour un fonctionnement donc, de ce cadre? C'est le chef de l'État qui a voulu créer ce cadre. Et pour créer ce cadre, je vais vous parler de l'historique, il a voulu que les composants soient neutres. C'est pourquoi, au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, il a interdit à Maître Adrien Humbedji ne sera plus dans la scène politique, il n'ira plus aux élections. Il est membre de l'UP Le Renouveau, mais il est 5 membres. Le président Amoussou Bruno, il a sorti les 5 membres. Et le président Naturel Nango, 5 membres. Idi Kolaole, 5 membres, etc., pour les anciens autres présidents d'institutions qui sont de l'Union progressiste Le Renouveau. Au niveau du BR aussi, il a fait la même chose. Au niveau de l'opposition, Boni Yahi ne s'était pas affiché pour pouvoir diriger le parti. Il était là en tant que parrain, en tant qu'ambassadeur pour pouvoir donner des leçons, mais quand on a vincé le président Éric Mouleté, il a pris la tête, vous voyez que le truc a pris de coups. Si vous constatez, pendant les dernières élections législatives, vous n'allez pas voir les anciens présidents des institutions aller sur le terrain pour faire campagne au niveau de la mouvance. Le chef d'État a interdit. Donc, si la politique, on voit qu'on est proche des élections, on veut créer ces cadres, merci beaucoup. C'est pour un objectif. Et selon vous, quel serait cet objectif? Non, l'objectif, c'est de dire, quand chaque fois, vous voyez des gens maintenant qui sont, comme je peux dire, des initiateurs ou des co-initiateurs, où les gens sont en train de parler, les gens sont en train de montrer leur volonté, les gens veulent des choses et autres, tout ça. Donc, mettons-nous ensemble pour parler d'une seule voix. Et moi, je sais que ça ne va pas prospérer. Quand il y aura la politique, ils ne vont jamais s'entendre. Pour être franc. Pour créer ce truc-là, est-ce qu'il faut attendre la veille des élections pour pouvoir le faire? Peut-être que c'est maintenant que c'est bon. Maintenant, est-ce qu'on est en crise? Est-ce qu'on a de crise au Bénin? Est-ce qu'on a de problème au Bénin? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on a de problème? Si c'est qu'il y avait un problème, ils peuvent se mettre ensemble pour apporter rapidement une solution rapide. Mais nous, on n'a pas de problème. On ne pourra même pas avoir de problème. Tout ce que nous avons comme problème au Bénin, c'est question de sécurité au nord. Je reviens à votre question de départ. Qu'est-ce qui peut permettre à ce cadre de concertation d'être opérationnel? Il faut déjà que le mode de fonctionnement de ce cadre soit bien défini. On sait déjà qui et qui peuvent être membres de ce cadre. On connaît ceux qui sont passés par ces institutions et qui sont encore vivants. Il y a les 2 anciens présidents. Il y a les présidents de l'Assemblée nationale. Il y a Idi Kolaole, il y a Mathurin Nago, il y a Adrien Humbedji, il y a Bruno Amoussou. Tous ceux-là. Il y a la Cour suprême, je crois, il y a Ousmane Batoko. Je m'en arrête là pour le moment. Je crois qu'il y a même Diagbounou peut être
peut être aussi membre de ce cadre en tant qu'ancien président de la Cour constitutionnelle. Il faut forcément que, au-delà de la qualité de membre, il faut trouver un mode de fonctionnement et surtout une lettre, une feuille de route, une lettre de mission si vous préférez, pour que ce ne soit pas un cadre qui réagisse de manière ad hoc, mais qui ait un programme sur lequel il marche. On a cité un certain nombre de problèmes, la cohésion sociale, la décrispation de la vie politique, le terrorisme. Il y a bien d'autres choses. Et surtout, il faut voir quel sera le mode de financement. Est-ce qu'il faut, je crois un confrère l'avait soulevé tout à l'heure, est-ce qu'il faut encore que ce cadre de concertation vienne encore greffer des frais de fonctionnement au budget de l'État? Je pense qu'il faut que ce cadre de concertation, s'il veut être véritablement pragmatique et objectif, pour que l'État ne puisse pas lui en imposer, il faut que ce cadre de concertation trouve son budget ailleurs, de manière externe. Voilà, c'est une autonomie qui va lui permettre d'avoir une crédibilité pour qu'on ne dise pas que voilà une structure qui a poussé comme un champignon juste parce que l'odeur des élections fleure. Donc, c'est un peu ça. Quand on entend les anciens présidents d'institutions, notamment les anciens présidents de la République, donc donner de la voix, est-ce que ce n'est pas à cause de l'absence d'un espace peut-être dans l'arsenal constitutionnel pour leur permettre d'exister, pour leur permettre d'apporter quand même quelque chose à la gouvernance ou bien à la population béninoise? Sylvanus. Non, mais ils existent et personne ne les a mis sur le carreau. Non, est-ce qu'ils ont besoin forcément d'un espace formel quand on sait déjà que il arrive que le chef de l'État actuel les invite souvent au palais de la Marina ou bien leur rend visite pour échanger un peu sur l'état de la nation avec eux. Oui. Vous voyez, on parle de chefferie traditionnelle aujourd'hui. Ouais. Peut-être dans la Constitution qu'il y ait un cadre formel. Oui, ce cadre sera animé par les anciens présidents de la République. Et oui, est-ce que cela... Ici, le problème, c'est la question de neutralité. C'est-à-dire, si on n'a pas cette garantie, inutile de mettre en place un tel cadre de concertation. C'est ça justement le problème. Parce que si vous n'êtes pas notre recours en situation d'urgence, en situation de crise, il ne sert à rien de créer un cadre d'ancien président d'institution de la République. Et moi, je me demande aussi si le chef de l'État, je ne sais pas si, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne sais pas si l'ont approché à ce sujet, je ne sais pas. Maintenant, vous avez cité certains noms, je ne sais pas si ceux-là composeront le cadre qui sera mis en place, puisque vous l'avez dit, ils n'ont pas la même coloration politique. Donc, nous n'avons pas, le cadre même n'est pas encore mis en place. Donc, nous ne savons pas grand-chose sur ce cadre, si ce n'est que il a été dit que le cadre sera mis en place pour renforcer les liens, contribuer au développement. Donc, on attend de voir ce qui sera fait et est-ce qu'il y aura la caution du chef de l'État ou du gouvernement. On attend de voir pour mieux apprécier ce qui se fera. Mais ce qu'on doit souhaiter, c'est que quel que soit ce qui sera mis en place, il faut qu'on pense à notre paix sociale, à la cohésion et à l'unité nationale. Oui, je voulais juste dire ceci. Il est vrai qu'on est en train de faire un peu le tour, de rendre visite à certains présidents d'institutions et autres. Mais de sources sûres, je peux vous dire qu'il y a certains qui ne trouvent pas trop opportun à la création de ce cadre, parmi les anciens présidents d'institutions, qui ne trouvent pas, qui disent même que ce n'est pas le moment pour pouvoir le faire. Et que le timing est mal choisi. Et que s'il faut ça, il faudrait que le député pense à cela et parce que avant, il faut rappeler que il y avait un projet de loi. Il y avait un projet de loi qui n'est pas encore ils n'ont pas encore fini le projet de loi où, à l'arrivée du chef de l'État, en 2016, on a entendu un peu parler de ça avec certains députés de la mouvance qui voulaient faire une proposition de loi afin de que l'État puisse prendre en compte les anciens présidents d'institutions et autres parce que
Et d'autres, quand vous les voyez, ils ont souvent des problèmes de santé, problèmes de ceci et autres, et l'État ne peut pas venir à leur secours. Et donc, il faut créer un cadre juridique et que ne serait-ce que même si c'est quelque chose, il y a un truc de droit à la retraite. Même on a même pensé aussi aux députés, aux anciens députés, et autres, etc. Mais ce n'est pas encore fait, c'est pas encore finalisé. Donc, je voudrais demander à nos pères de la nation, je dirais, à nos papas, et les anciens présidents d'institutions, que de laisser les choses se faire d'eux-mêmes, qui pouvaient savoir qu'on allait avoir un cadre juridique, on va aborder ça tout à l'heure, par rapport à la chefferie territoriale. Donc, ça va venir. Au lieu qu'on essaie de créer un truc pour régler un problème. On veut dire, on veut créer quelque chose pour régler un problème. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont déjà intelligents. Les gens, le peuple est fatigué même des politiques. Le Béninois veut son pain quotidien, le pain et la paix. Très bien. Merci beaucoup à vous, chers confrères. Peut-être que les prochains jours, les prochaines semaines pourraient nous donner d'autres éléments pour pouvoir mieux apprécier justement ce projet de mise en place du cadre de concertation des anciens présidents d'institutions de la République. On va aborder maintenant justement l'une de ces décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. Voilà, vous avez entendu parler d'un projet donc de construction d'écoles des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Justement, derrière ce projet, il y a quand même des objectifs nobles. Vous savez que la politique touristique du Bénin a considérablement donc changé. Ça s'est intensifié depuis quelques années. Est-ce que pour vous, Bagueri Saliou, quand vous lisez justement cette décision issue donc du relevé du Conseil des ministres, vous voyez que c'est dans la même dynamique que ce qui est fait depuis quelques années dans le volet touristique? J'irai même un peu plus loin pour opiner sur la question parce que j'ai eu la chance en 2016, et au cours de la réélection, de la campagne pour la réélection du président Talon, j'ai eu la chance de suivre un peu son programme de campagne où il avait fait fort comme point de mettre en exergue, je dirais, une rupture entre l'éducation classique qu'on avait, l'éducation générale. Il avait voulu, et il a exprimé clairement, une transition vers une éducation technique et professionnelle. Et ça a été traduit par la suite dans le programme d'action du gouvernement. C'est de bonne guerre. Et quand vous suivez depuis plusieurs années, les efforts qui sont mis en place, c'est dans l'objectif de mettre le Bénin, petit pays qu'on a l'habitude d'indiquer par rapport au grand Nigeria, de mettre ce petit pays sur quand même la carte du monde, afin que une nation qui n'a pas, comme le Congo, pour ne citer que ce pays, beaucoup de ressources minières sur lesquelles s'adosser, j'ai cherché quand même des sources de revenus ailleurs, en faisant du tourisme. Vous avez vu les Vaudounes, on a vu beaucoup de choses. Et moi, j'ai eu du plaisir à voir le président Talon jusqu'à Bahia, où il faisait quand même, il tendait la main à nos frères de la diaspora de l'autre côté. On est allé jusqu'à vouloir leur offrir la nationalité béninoise sous certaines conditions. Tout ça, ça fait un appel d'air vers le pays. Beaucoup de gens vont venir. Quand ils viendront, quelle est l'offre qu'il faut leur... C'est vrai qu'il y a à Granvier, il y a beaucoup de sites touristiques, il y a beaucoup d'événements sur lesquels les tours opérateurs peuvent amener des gens, mais il faut quand même des professionnels pour s'occuper de tout ça. Et ces professionnels, il faut les former. C'est pas d'ailleurs qu'il faut toujours amener des gens pour venir encore prendre les mecs sous qu'on a ici. Il faut que l'argent qui vient dans le pays puisse quand même servir aux enfants du pays. Donc moi je trouve que vouloir quand même créer ces écoles, c'est une très bonne chose. L'essentiel pour moi, c'est que ça ne reste pas dans les cartons et que ça se traduit très vite en fait concret. Très bien. Sylvanus Aimavor, on est en train de parler là d'une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Oui, je crois que c'est une très belle initiative. Quand vous posez le diagnostic et vous rêvez de développer le tourisme de votre pays, vous mettez les jalons, vous devez tout faire pour que ça marche. Et pour que ça marche, quand on commence déjà par les infrastructures,
On commence déjà par l'organisation de grands événements. Il faut ajouter à cela la formation. Et nous savons que les bureaucrates ils sont dans la conception, mais sur le terrain, il faut des gens, des professionnels. Il faut que nous ayons des guides professionnels. Nous ayons des gens qui servent dans les hôtels, qui ont reçu une formation adéquate. Donc je crois que c'est toujours le processus de développement du tourisme au Bénin qui se poursuit. Et c'est une initiative à encourager. Il faut espérer que de cette école sortent vraiment des talents, je vais dire, des talents, des gens qui vont séduire. Parce que quand on veut vendre la destination Bénin, il faut des gens capables de servir comme il se doit partout. Hôtellerie, lors des grands événements qui sont organisés. Donc l'école, une bonne chose, on a coutume de dire que sans la formation, vous êtes un bricoleur. Quand vous êtes formé, c'est clair que vous allez travailler comme un professionnel. Donc le gouvernement est sur la bonne voie et nous souhaitons véritablement que cette dynamique-là continue. Émeric Joël Alagbé, nous savons, je sais que vous n'êtes pas loin de cet univers, l'hôtellerie, la restauration. On est en train de parler d'une disponibilité, ou on rêve d'une disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Vous pouvez nous dire si on a la main-d'œuvre ou bien il faut pouvoir former pour l'avoir aujourd'hui. Vous savez, ce gouvernement-là, le gouvernement de la rupture, a dit qui ose. Et ce n'est pas un truc où on vient faire de discours, on dit je vais faire. Ils ont des projets, ils activent, et ce qu'il faut autour du projet, ils mettent ça à l'œuvre en même temps. Je veux donner des exemples précis. Allez aujourd'hui à Sofitel, vous allez voir que vraiment l'accueil, le service, le dynamique, l'entretien, c'est autre chose. Tu ne verras pas, c'est nulle part ailleurs au Bénin. Parce que le gouvernement était obligé de faire venir la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir être à la tête, pour pouvoir gérer. Et on a pris les nôtres. Et les nôtres maintenant sont formés, sont encadrés par ceux-là. Et aujourd'hui, on est en train de créer d'autres. Mais il faut former les gens pour que les gens soient au même niveau et que le service, parce que les gens peuvent venir au Bénin et aussi il n'y a pas l'accueil. Si les gens ne maîtrisent pas réellement ce qu'il faut, on dit bon, certes ils ont les infrastructures, ils ont ceci, mais c'est zéro. Donc c'est pourquoi il faut les encourager et il faut aller vers les formations. Et quand nous prenons par exemple, il y a d'autres sites que le gouvernement doit développer. Par exemple, il y a le feu président de la Libye, Kadhafi. Kadhafi est en train de construire un truc de 5 étoiles ou bien 6 étoiles à Porto-Novo, derrière, au bord de la Belge, la Guinée, derrière le siège de la Fédération béninoise de football, sur le boulevard Diassin, là. Mais quand il est décédé, c'est fini, c'est resté là. Le bâtiment est déjà là. Il reste la finition. Et on a laissé. C'était un truc qui fait don au Bénin. Donc nous devons profiter pour prendre par exemple ce bâtiment, le ministère du Tourisme, de la Culture. Il faut qu'il fasse rapidement une descente là pour pouvoir prendre ce bâtiment et voir ce qu'on peut faire de ça. Parce que c'est construit pratiquement dans la Belge. La Belge, il y a l'eau, vous voyez l'eau, c'est bien fait. Il reste maintenant, ils veulent l'attaquer, il est décédé. Et vous regardez, depuis qu'il est décédé, le bâtiment est là, résistant, en forme jusqu'à ce jour. Le chef d'État vient de développer, sinon le gouvernement vient de développer la zone en faisant, parce qu'il y a la rocade de Porto-Novo qui passe par là. Oui. Et on voit maintenant le bâtiment, c'est visible. C'est visible par les infrastructures routières qu'on vient de faire. Donc, on pense à ces gens de bâtiments qui sont là, comme on est en train de faire beaucoup de sites touristiques, de les arranger, de construire les arènes, par exemple, au niveau de Ouida. On a été, vous me dites dernièrement, l'arène culturelle, c'est au top. Pour Porto-Novo, ça va démarrer, c'est là où il y a le nid de la corruption. Là où on est en train de raser. Sur le pont, vous voulez dire. Sur le pont de raser, là. C'est là où sera construit l'arène culturelle de la ville capitale, qui fait corps en même temps au musée du Vaudou, qui est en train d'être fini.
Je ne sais pas si vous voyez. Et vous voyez en même temps l'esplanade de Porto-Novo, on a érigé Tofa, qui est grand comme l'Amazon, à Cotonou. Et la dernière fois, on nous a annoncé également Toussaint l'ouverture qu'on fera et autres. Donc, quand vous voyez tout ça, on est en train de créer l'espace. Mais il faut des gens pour gérer. Il faut de la main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre. Donc, il faut former. Et je voudrais que ces écoles-là qui seront créées, qu'on puisse réellement accepter qu'on amène la main-d'œuvre extérieure pour pouvoir nous former. Et pour qu'on soit au même niveau que les autres. Mais chaque fois quand on dit, bon, pour tel truc, on a nommé, on voit que cette personne a une peau blanche et autres, on commence pas à crier. Donc, il faut que les gens nous forment. Au lieu de déplacer les nôtres, pour pouvoir les envoyer à l'extérieur, pour se faire former, regardez le nombre qu'il faut déplacer, les charges et autres. Le mieux, c'est de prendre un professionnel là-bas, qu'il faut payer à son prix, qui vienne. Si c'est 6 mois, il le fait avec nous. Si c'est 1 an, 2 ans, là, il nous donne la formation professionnelle et après, on le remercie. Là, on sait qu'on a bénéficié beaucoup chez lui et puis on est apte et puis on travaille. Voilà, très bien. Déjà, Bagueri Saliou, pour finir avec ce sujet, déjà, est-ce que il y a quand même une révolution dans le mental du Béninois? Est-ce que les gens vont s'intéresser de plus en plus à ces pans là de la chose, parce qu'on est en train de parler du tourisme, de l'hôtellerie, on est en train de parler de la restauration. C'est vrai que on a certains des compatriotes qui sont déjà dans ces univers-là, mais est-ce qu'avec l'ambition d'envergure du gouvernement aujourd'hui, les parents sont décidés à ne plus faire donc de longues études à leurs enfants ou faire intéresser ces enfants à ces différents débouchés? La mayonnaise va prendre, mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Parce que le Béninois n'a pas encore cette culture d'aller vers les trésors de chez soi. La plupart de tout ce que nous avons comme site touristique, quand vous vous y intéressez un peu, c'est en grande partie les étrangers qui en profitent. Beaucoup de gens sont à Cotonou ici, ils n'ont pas mis pied une seule fois à Ganvier. Ils ne savent même pas par où on passe pour y aller. C'est compliqué, mais ça va prendre avec le temps, avec toutes ces actions. Déjà, ça a commencé avec le pan événementiel du tourisme. Quand il y a des grands événements, beaucoup de gens viennent de l'extérieur, mais les Béninois se déplacent aussi. Je prends comme référent comment on appelle, le Vodun Days de la fois passée. Beaucoup de gens, de familles, sont allés sur plusieurs jours pour profiter de l'événement. C'est des Béninois, des apprenants, pour pouvoir être formés. Cette orientation-là. J'y viens. Il faut déjà que cette culture de s'intéresser à la chose existe pour que les gens puissent envoyer leurs enfants dedans. Si on se dit que c'est la chose des étrangers, c'est pas évident que j'envoie mon enfant se former pour venir s'asseoir à la maison, mais il y a de plus en plus cette tendance à ce que les gens n'envoient plus leur progéniture forcément dans l'éducation générale. Il y a beaucoup de domaines maintenant techniques et pointus où des gens, en venant tout à l'heure de Calavi, j'ai remarqué au niveau du campus des jeunes étudiants qui avaient un t-shirt. Je me suis amusé à lire École nationale du cadre de vie, quelque chose du genre au sein du campus. Moi, je ne savais pas. C'est des choses qui de notre temps, quand on avait eu le bac au début des années 2000, ça n'existait pas. Tu vas en faculté classique, ça s'arrête là. Mais maintenant, il y a cette diversité-là. Et forcément, si la mayonnaise prend au niveau des Béninois, du fait qu'ils puissent s'intéresser au tourisme, forcément, il y aura ces métiers-là qui auront pignon sur rue et qui ne veut pas que son enfant trouve rapidement un métier. Quand vous finissez le bac, et que vous allez dans l'hôtellerie ou la restauration, je ne pense pas que vous avez besoin de 10 ans de formation avant d'être opérationnel. Tout le monde cherche maintenant les métiers prêts à porter pratiquement pour sa progéniture. Je pense que ça peut prendre. Il y a quand même le terreau qui existe. Sylvanus Aimabo, nous connaissons des centres privés, des instituts privés qui forment dans ces domaines, mais aujourd'hui l'État prend quand même le lead de pouvoir quand même former des personnes dans ces différents corps de métier. Oui, comme je l'ai dit, c'est une très belle initiative. Et ce que nous devons souhaiter, c'est qu'il y ait vraiment des
professeurs qualifiés pour donner l'instruction à ces apprenants. Oui, il faut des personnes pour être formées. Non, je suis sûr qu'il y aura d'apprenants. Il y aura d'apprenants. Et bon, pour aussi maximiser les chances de les avoir, je crois qu'il faut passer également par la sensibilisation et par l'information. C'est-à-dire qu'il faut communiquer autour du projet, de son intérêt et montrer aux parents que aujourd'hui ils ont plus intérêt à orienter leurs enfants vers ces métiers d'avenir. Parce que ce sont des métiers d'avenir, quoi qu'on dise, ce sont des métiers d'avenir. Quelqu'un qui finit l'hôtellerie, tourisme, restauration, je vous assure, avec l'élan qu'a pris notre tourisme, c'est clair que demain là, les gens auront à faire. C'est clair qu'ils auront, c'est dit, non seulement des débouchés, mais ils pourront également entreprendre, créer des sites, proposer des services et gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est clair que les touristes vont se ruer de plus en plus vers le Bénin. Ça là, c'est une évidence avec toute la politique culturelle qui est mise en place. Il y a bon espoir que notre tourisme se réveille, le Bénin se révèle comme l'a souhaité le chef de l'État. Aujourd'hui, j'entends de moins en mieux des gens pour indiquer le Bénin. D'abord, dit c'est à côté du Nigeria comme avant. Aujourd'hui, on dit directement Bénin. Bon, beaucoup connaissent de plus en plus le Bénin. Notre pays est sur la carte et je crois que cela va faciliter beaucoup de choses, aider ces apprenants qui sortiront de l'école à trouver des débouchés, à embrasser une carrière. Oui. Par rapport à ces écoles, il faut surtout que le gouvernement veille à ce que ce ne soit pas des écoles élitistes où le coût de formation empêche le bas peuple de pouvoir envoyer ça. Oui, c'est très important. Ce que je voulais dire, c'est dire par rapport à ceux qui seront formés, il y en a, nous avons ça énormément. Allez dans les lycées techniques aujourd'hui. Les gens sont là en train de faire l'hôtellerie, les gens sont là en train de faire le tourisme, les gens sont là en train de faire la restauration. Mais le problème, c'est la pratique. L'école qu'on veut créer maintenant, c'est dit, ça serait basé sur la pratique. Et ils seront envoyés, par exemple, dans les grands hôtels du Bénin, pour pouvoir faire les stages, la formation. Il y aura un suivi avant de les utiliser. Je crois que c'est l'objectif. Sinon, aller dans n'importe quel lycée technique aujourd'hui, les gens sont là. Quand vous voyez même ceux qui sont allés au lycée Koulibaly, là, au lycée technique de Porto-Novo, demandez ceux-là qui sont en train de faire l'hôtellerie. Mais on va vous dire, si le gouvernement ne peut même pas former ce nombre-là, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Donc, moi, je crois qu'il faut prendre les meilleurs des meilleurs au niveau de ces lycées-là, pour pouvoir les former. S'il faut même envoyer d'autres en stage à l'extérieur et autres, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Surtout que nous sommes en train d'investir. Tout ce qu'on fait aujourd'hui au Bénin, c'est d'abord ce qui prend le gros lot. Quand on enlève l'éducation, santé et autres, là, les investissements, c'est le tourisme d'abord. Et les infrastructures routières. C'est ça qui prend le gros lot. Donc, quand ça, on a besoin de la main-d'œuvre. Quand on lance peut-être une infrastructure routière, les gens disent que, bon, ça va générer tel nombre d'emplois. Les gens commencent par rire, vous dire non. Les gens ne comprennent pas. Les ferrailleurs et autres, les artisans, tous ceux qui travaillent là, c'est ça l'emploi dont on parle. Ce sont des emplois directs et indirects. Donc, c'est un peu ça. Et nous encourageons le gouvernement à vite activer. Et on le sait, je dis, c'est parce que c'est déjà prêt que cela a été annoncé. Très bien. Merci beaucoup, chers confrères. Et donc, nous allons aborder notre dernier sujet de discussion. C'est la loi sur la chefferie traditionnelle. Oui, le Bénin a fait une grosse avancée en ayant quand même un cadre juridique pour pouvoir encadrer un peu justement nos chefferies traditionnelles. Déjà, avant de passer à ces différentes voix qui s'élèvent, quel est votre avis sur la question, la loi sur la chefferie traditionnelle? Il était temps, je vais dire, parce que ça a trop tardé.
Vous savez, pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de vivre sous le système marxiste-léniniste à PRPB, à un certain moment, il n'était plus question de royauté. Tout le monde s'était caché. Parce qu'il y avait eu, c'était assimilé plus ou moins à de la sorcellerie. Vous savez, qu'il y avait eu une lutte par rapport à ces choses. Mais c'est quand même, à un certain moment, quelques années plus tard, tout le monde s'est réveillé subitement. Je crois que c'est avec le renouveau démocratique qu'on s'est engouffré dans un domaine qui n'intéressait plus personne. Simplement, à ma lecture personnelle à moi, c'est parce qu'il y avait des subsides, des subventions que le gouvernement accordait à ce secteur. Si bien que on ne savait plus qui est roi, qui est roitelet, qui est chef de collectivité, qui est quoi, qui est tête couronnée. Bref, c'était un mélange. Il fallait que progressivement on puisse quand même mettre de l'ordre dans tout ça. Et forcément, pour mettre de l'ordre au Bénin, la loi, c'est le chemin le plus court. Parce que là, le Béninois a foncièrement peur de se retrouver en porte-à-faux avec la loi. C'est très bien. L'essentiel surtout, c'est que la loi soit appliquée et que ça ne reste pas une lettre morte et que d'ici 5 ans, qu'on se retrouve encore à reparler de tout ceci. Très bien. 16 royaumes, 90 chefferies traditionnelles réparties en 80 supérieurs et puis justement 10 coutumières et tout cela. Il y a quand même des voix qui... vous êtes journaliste parlementaire, vous avez suivi certainement les débats donc au Palais des gouverneurs et tout ça. Après, des députés, il y a eu 18 quand même députés qui ont voté contre, qui n'ont pas donné leur consentement. Après, des voix se sont élevées. Il y a également, même, on a entendu un membre au moins du comité technique ayant travaillé pour que les députés aient justement quelques propositions. Des voix qui s'élèvent déjà. Apparemment, tous les royaumes ne s'égalent pas. Il faudrait qu'on soit véridique. Et personne ne pouvait imaginer qu'un président ou un gouvernement qui est pratiquement à 1 an de la fin peut oser faire passer cette proposition de loi-là. Parce que ceux qui ne seront pas choisis iront contre le gouvernement. Mais quand on sait comment ce gouvernement actuel travaille, c'est pas un gouvernement qui cherche du populisme, qui cherche de popularité, qui cherche les électeurs et autres, s'en fout. C'est ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit droit dans le pays, pour que ça soit au profit de nous tous. Il y a des gens, nous avons des étrangers qui viennent. Par exemple, je donne l'exemple par exemple de la capitale. Quand je donne souvent l'exemple de Porto-Novo ici, ne soyez pas jaloux parce que c'est la seule ville qui est citée dans la Constitution. Dans la Constitution béninoise, c'est la seule ville qui est citée. Le nom de la seule ville. Il n'y a pas deux noms. C'est Porto-Novo. Donc souvent, je donne l'exemple de Porto-Novo parce que c'est la c'est la capitale du Bénin. Oui, c'est la ville de nous tous. C'est pas politique, c'est la capitale de nous tous, la capitale du Bénin. On va pas faire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens viennent, par exemple, dans la capitale. On dit, les touristes, on dit, bon, on veut aller saluer le roi. On dit, quel roi? On dit, c'est tel roi. On dit, il y a roi de ci, roi de ceci, roi de ceci, roi de ceci. Oh, nous avons 5 rois. Porto-Novo. Nous avons 5 rois. À Porto-Novo. C'est-à-dire, quand tu quittes Porto-Novo, il y a des gens même qui sont devenus rois au plan national. Ils sont devenus rois. Ils n'ont même pas pris de trône de quelqu'un. Il y a d'autres où leur papa était même vivant. Ils étaient même rois. Elle dit, alors, j'ai des exemples, je ne vais pas citer, parce que nous sommes sur un plateau. Elle dit, la loi là est venue régler beaucoup de choses. Mais il faut savoir une chose, on ne peut pas faire des omelettes sans casser. Ceux-là qui ne se sont pas retrouvés et qui disent que c'est ceux-là qui ont lutté avec les colons et autres, c'est ceux-là qu'on a reconnus. Et ceux-là qui n'ont pas lutté là, qui sont restés dociles, qui ont fait leur lutte silencieusement là, on ne les a pas reconnus, que c'est les 16 royaumes qui ont lutté là. Elle dit, on ne peut pas donner satisfaction à tout le monde. La loi vient d'être votée, nous allons l'expérimenter. Et s'il y a des imperfections et autres, les députés de la 10e peuvent venir demander une seconde lecture. Les députés de tel 11e et tel n'importe quelle législature peuvent venir,
on peut demander une deuxième lecture, une troisième lecture. On est libre de revenir sur une loi comme on veut. Mais déjà, je remercie le président de l'Assemblée nationale qui, même après le vote, les gens continuent toujours de demander à venir le voir. Et continue de recevoir les gens, de les écouter. Et quand il les reçoit, lui il fait son rapport, il verse À la commission des à la commission des lois pour dire, bon, il a reçu tête, voyez, et pour vous dire vrai, nous sommes dimanche aujourd'hui, non? Oui. Demain, je sais, je suis pas dans le, c'est pas que je suis dans le secret des dieux, mais c'est que demain, il veut recevoir encore d'autres groupes. Demain lundi. Il veut recevoir encore d'autres groupes. Et vous allez voir ça. Nous allons relayer cela. Donc, c'est déjà bien qu'il ait un sens d'écoute, qu'il écoute tout le monde. Et on leur dit, ils apportent leur contribution, on enregistre, et puis on leur donne des pour dire, et bon, donc, c'est un premier pas. C'est un premier pas qu'il faut saluer. Même ceux qui ont les 18, qui ont voté contre là, bon, il faut comprendre. Ceux qui ont voté même pour, il y a d'autres qui ont voté pour parce que ils ont suivi la ligne tracée par leur groupe parlementaire. Et ils savent que sur le terrain là-bas, on va dire, tu es là-bas, on n'a pas désigné notre royaume, tu as voté contre nous, on va te faire ça. Donc, en fait, c'était ça le jour-là. Et quand vous discutez avec certains mouvanciers, certains opposants et autres, on sent qu'en réalité, eux-mêmes là, si on pouvait mettre ça même de côté d'abord, et ça, on va ramener ça après les élections, ils seront sauvés, ils seront à l'aise et sauvés. Donc, c'est pourquoi les 18 qui ont fait là, c'est pour pouvoir aller sur le terrain pour dire que, vous voyez, moi, j'ai été contre. Donc, chacun a fait de ça, de la politique. D'autres, ça a été imposé à eux parce que c'est la ligne tracée par le groupe parlementaire mais il fallait le faire. Mais il fallait oser. Ça nous rappelle quand on voulait faire le truc des départements, les 12 départements. Le découpement. Ça a fâché. Mais aujourd'hui, c'est fini. Très bien. Sylvanus Aymamor, sur la question. Non, oui, je crois qu'il était vraiment temps d'avoir une loi qui organise nos chefferies et je crois que c'est une très belle initiative. Il y a déjà des poches de résistance, il y a des voix qui s'élèvent, c'est vrai. Et je crois qu'il faut aussi les écouter. Prendre en compte leurs préoccupations et voir dans quelle mesure rendre un peu perfectible cette loi qui vient d'être votée. Parce que si déjà un député qui de surcroît est un sociologue, sociologue à l'université d'Abomey-Calavi, déclare que cette loi va créer plus de problèmes qu'elle va régler, je crois qu'il faut prendre cela au sérieux et trouver les voies et moyens, comme c'est prévu au Parlement, aller en deuxième lecture et voir les imperfections qu'on peut corriger, afin que cette loi, à défaut d'être vraiment unanime là, recueille au moins la majorité écrasante des députés au Parlement. Merci beaucoup à vous, chers confrères. Merci donc pour vos analyses. Vous avez encore quelque chose à dire. Je voulais ajouter quelque chose. 30 secondes, oui, vraiment. Pour dire que les députés ont même beaucoup fait. Si c'était moi, en écoutant l'histoire et autres, on n'aura pas 16 royaumes, on aura 5 royaumes. Et les 5 royaumes là, c'est on aura Niki, on aura Savé, on aura Hobonu, on aura Ketu, et puis, comment on appelle? Bon, vous avez oublié vous avez oublié. Mais fort heureusement, c'est les Aboumé. C'est ce que je veux dire. Et Aboumé, c'est les 5 qu'on devait normalement. Fort heureusement. C'est les 5 là, qui ont géré les autres. Émeric Joël Alagoui, fort heureusement, vous restez et vous demeurez journaliste. Ça va être la domination. Oui, par exemple, il le disait tantôt, le professeur Arifari Bako, il sentait le Dendi Ghana qui a été carrément laissé de côté. La partie Karimama, Mananville et même Banikwara. Donc, c'est pas qu'on va leur donner. Il y a des choses qu'il faut forcément prendre en compte. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est une loi qui est appelée à évoluer. Elle est appelée à évoluer. Sûrement, il faut que la commission ait quand même l'oreille pour prendre en compte
les apports qui vont venir à son niveau. Il ne faut pas que ces lois fragilisent notre unité nationale. Et le vivre ensemble. Tout à fait. Hein. En tout cas, nous souhaitons, et je sais que les élus de la 9e législature sont ouverts à toute discussion, peut-être pour apporter plus une amélioration dans ces nouvelles dispositions, mesdames et messieurs, certainement. Et peut-être que les députés à venir également verront s'il faille y avoir donc une nouvelle lecture de la loi. Mesdames et messieurs, et donc c'est fini pour nos discussions en ce qui concerne donc le numéro de votre rubrique l'hebdo des éditorialistes. Émeric Joël Alagbe, merci beaucoup. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Emblème du Jour. Merci également à vous, Baguiri Saliou. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Info Matin. Et puis Sylvanus Aïmavo, vous êtes journaliste indépendant. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de ce numéro de l'hebdo des éditorialistes. On va se retrouver dimanche prochain, toujours avec le même bonheur, mais vous n'oubliez pas, vous restez connectés à nos différents canaux digitaux. Vous avez notre site internet www.etelebene.com. Vous avez également notre chaîne YouTube Etelebene. Vous avez notre page Facebook, sans oublier notre compte Insta. À bientôt sur nos antennes.